C'est officiel, depuis quelques minutes, le rallye de Monte-Carlo aura bien lieu à partir du 26 janvier. Les responsables de la Fédération française du sport automobile et ceux de la Principauté sont parvenus à se mettre d'accord in extremis. En Nouvelle-Calédonie, Edgar Pisani a rencontré pour la première fois les élus de l'Assemblée territoriale. Il présentera un document politique le 7 janvier prochain. En Pologne, le procès des assassins du père Popieluszko s'est poursuivi aujourd'hui. Les inculpés chargent toujours leurs supérieurs. Et puis, des télévisions privées en France dès 1985. La rumeur se fait insistante, mais aucune confirmation pour le moment. Dans ce journal, tout ce qu'il faut savoir, ou presque, sur ce dossier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous allons développer ces titres dans un instant. Mais pour commencer ce journal, je voudrais vous montrer un objet, un document, ce petit fascicule Bordeaux qui trouvera bientôt place dans votre poche ou dans votre sac. Il s'agit du passeport européen qui va bientôt remplacer notre bon vieux passeport à couverture de plastique bleu. Cela dit, il n'aura d'européen que le nom, puisque chaque pays continuera de le délivrer selon ses règles propres. D'ailleurs, sur celui-ci, vous le voyez, il y a marqué Communauté européenne, puis République française. Mais pour en savoir plus, nous écoutons Jean Lebert qui l'a feuilleté tout l'après-midi. En juin 1984, au sommet de Fontainebleau, les chefs d'État européens adoptaient une série de mesures pour promouvoir l'Europe des citoyens et décidaient entre autres la création d'un passeport européen. En fait, il ne s'agit pas d'un passeport de la communauté européenne, mais d'un passeport national avec un habillage européen. De couleur lit de vin et légèrement plus petit que notre passeport français, il aura la même valeur juridique que les passeports nationaux et pourra être utilisé dans les mêmes conditions pour voyager dans le monde entier. Il était prévu la pose d'une piste magnétique pour permettre la lecture automatique des informations. Les Européens n'ont pas pu se mettre d'accord. Les Anglais la veulent mais ne sont pas prêts. En Allemagne, un vif débat oppose les partisans et les adversaires de la lecture automatique. En France, on ne posera pas de piste magnétique. Déjà en circulation en Italie depuis septembre, il sera délivré à partir du 1er janvier 1985 à tous les Français qui voudront remplacer leur vieux passeport périmé. Un détail qui a son importance, son prix. En France, 55 écus européens, c'est-à-dire 360 francs. Oui, apparemment, il y a déjà polémique sur un point au moins, la couleur, puisque pour certains, ce passeport est Bordeaux, et pour d'autres, eh bien, il est lit de vin, mais c'est une affaire de puristes et qui ne devrait pas vous empêcher de franchir la frontière. La situation en Nouvelle-Calédonie maintenant, avec la première rencontre ce matin entre Edgar Pisani et l'ensemble des élus de l'Assemblée territoriale. Une rencontre qui s'est déroulée à huis clos. À sa sortie, M. Pisani a annoncé plusieurs mesures en faveur d'une reprise économique dans le territoire. Il a également annoncé qu'il présenterait un document politique le 7 janvier prochain. De son côté, le leader des indépendantistes, Jean-Marie Tjibaou, a une nouvelle fois annoncé la couleur. Pour lui et pour ses amis, il n'y a pas de concession possible sur la souveraineté. Nos envoyés spéciaux Jean-Louis Le Sen et Dominique Merlin ont suivi cette journée et ils en ont rencontré les acteurs. La rencontre qui avait été reportée au début de la semaine entre l'Assemblée territoriale et le Haut-Commissaire a enfin eu lieu, sans véritable débat et à huis clos, comme l'avait exigé Edgar Pisani. À l'origine, la déclaration de M. Pisani devait porter exclusivement sur les problèmes de sécurité. En fait, il y a bien eu échange entre les membres de l'Assemblée et l'ancien ministre, et sur d'autres sujets que la seule sécurité. Edgar Pisani l'a d'ailleurs confirmé à RFO, tout comme il a confirmé que c'est le peuple calédonien qui devait prendre l'ultime décision. Sur emprunt, 1985. J'ai entendu des critiques très graves et injustes à l'égard du gouvernement de la République, mettant en cause les intentions, alors que l'intention est évidemment de trouver une solution durable au problème de la Calédonie. Puis j'ai entendu tout cela du côté du RPCR, puis j'ai entendu du côté du LKS des affirmations sur l'identité kanak, sur les méfaits de la colonisation, sur les déséquilibres qu'elle a provoqués, sur l'affirmation que c'était un problème politique et non pas un problème judiciaire ou un problème essentiellement d'ordre public. Et enfin, j'ai entendu l'affirmation suivant laquelle le problème dépendait surtout des Calédoniens. Le calendrier de concertation de travail proposé par M. Pisani a d'ores et déjà reçu l'aval de Jean-Marie Tjibaou, le président du gouvernement provisoire. Acceptation dans la forme, car sur le fond, le contre-pouvoir reste toujours aussi ferme. La souveraineté pour nous, ça veut dire le retour du pays kanak au peuple kanak. La terre,
le sous-sol, la mer, l'air, la surface aérienne. Là-dessus, c'est notre territoire que nous voulons récupérer. C'est pour ça que nous nous battons. Mais on dirait toujours que vous réagissez comme si vous étiez sûr de gagner ce fameux référendum. Ah, nous nous battons pour gagner. Et si vous ne gagnez pas? Nous continuerons à nous battre. La passion qui s'exprime ici et là dans des enceintes politiques s'estompe dans la rue à 2 jours de la Saint-Sylvestre. Tout le monde attend aujourd'hui le 5 janvier, date de l'annonce des grandes lignes du plan Pisani. Paradoxe, dans les deux camps, on en attend beaucoup. Dans les deux camps, on craint aussi d'être déçu. Les télévisions privées ou télévisions locales vont-elles apparaître en France dès l'année prochaine? C'est une question que l'on est en droit de se poser ce soir, car voici plusieurs jours que la rumeur grossit dans les allées du pouvoir. Rien d'officiel sans doute, mais une chose est sûre, les conseillers du président de la République se sont rencontrés à plusieurs reprises pour discuter de l'opportunité d'autoriser la création de chaînes de télévision privées. Alors c'est une décision qui, si elle se confirme, serait à elle seule une révolution en France. Il faut tout de même bien préciser qu'il n'y a pour le moment aucune certitude, puisque le feu vert viendra de François Mitterrand, qui réfléchit toujours. D'ailleurs, rien ne prouve ce soir qu'il en parlera lors de sa prochaine intervention à la télévision. Cela dit, il y a débat, il y a même une discussion très serrée entre partisans et adversaires des télévisions privées. Et c'est l'occasion pour nous d'examiner les principaux points de ce dossier. Nous allons donc le faire avec nos spécialistes, en commençant par la question essentielle: à quoi pourraient bien ressembler ces télévisions privées? La réponse de Patrick Esther. Le club de Clamart, on souhaite en images dans d'excellentes conditions. Faire de la télévision avec des moyens techniques très limités, il y a longtemps que les radioamateurs savent que la chose est possible. Témoin ce club de Clamart qui émet depuis près de 10 ans, en toute légalité, des programmes de télévision avec du matériel bricolé main et d'un coût financier pratiquement dérisoire. Les OM ici qui sont intéressés par la télévision amateur. Voilà. Oui, bonsoir. Si vous n'êtes pas bricoleur, vous pouvez trouver aujourd'hui sans difficulté, dans des magasins spécialisés, des émetteurs de télévision pour environ 40 000 francs seulement. L'ensemble permet qui est relativement petit, permet de couvrir un quartier de Paris, ou même 2 ou 3 quartiers si on est bien placé. Vous ajoutez une antenne comme celle-ci et un simple magnétoscope, vous voilà le patron d'une chaîne de télévision. Il ne vous reste plus qu'à trouver un toit bien placé pour émettre. C'est à peu de choses près le scénario qu'ont suivi un certain nombre d'équipes de télévision pirates à Paris comme en province. Mais aujourd'hui, ces pionniers de la télévision privée sont rejoints par des groupes industriels, financiers et les grands groupes de presse. Philippe Aki, R100 par exemple, se prépare activement à l'éclatement du monopole. Cette fois, les investissements n'ont plus rien d'amateur. Canal 5, sur ces images, s'est équipé pour plus d'1,5 million de francs. Matériel saisi après 20 heures d'émission seulement. Derrière les aventuriers, c'est le monde de l'argent qui pointe le nez dans les petits écrans. L'outil télévision est une chose, les programmes en sont une autre. Les petites télévisions associatives pourront difficilement rivaliser dans ce domaine avec les grands groupes. Voilà donc pour l'aspect technique ce que l'on pourrait appeler l'instrument de cette révolution. Mais il y a aussi l'aspect politique qui est majeur aujourd'hui et qui explique l'hésitation des responsables. Car il y a dans cette affaire les partisans de l'ouverture et ceux du statu quo. Ils ont chacun leurs arguments, des arguments qu'ils défendent pied à pied. Dominique Lory et Jérôme Bonny ont donc essayé de résumer et de confronter les idées qui sont en présence. À l'Élysée comme au gouvernement, les partisans des télévisions hertziennes privées estiment que c'est un acte politique nécessaire. Manifester la même ouverture à l'égard de la télévision privée que pour les radios libres. C'est aussi par la même occasion reprendre le flambeau des libertés, flambeau quelque peu égaré par la gauche lors du débat sur l'école privée. Malgré et peut-être à cause d'échéances électorales difficiles dans la majorité, les partisans de la création de télévisions hertziennes privées veulent se montrer plus combatifs. Les télévisions privées ne sont pas contradictoires avec ce qui a été lancé déjà par le gouvernement au niveau du plan câble, au niveau du plan satellite. En effet, le câble qui va commencer dès l'année prochaine à être installé dans un certain nombre de villes mettra 10 ou 15 ans pour concerner l'ensemble de la France. Les satellites vont venir à partir de 1986. Il y a un besoin énorme de programmes pour les téléspectateurs, donc d'une certaine manière, les télévisions peuvent très bien être considérées
comme des éléments de programme pouvant passer sur les réseaux câblés ou pouvant arriver directement chez le téléspectateur. Mais il faut un certain nombre de conditions pour éviter d'avoir une situation à l'italienne ou d'avoir des télévisions sauvages. Autre argument, l'arrivée de chaînes privées développerait les industries audiovisuelles, serait créateur d'emplois, favoriserait la concurrence et par voie de conséquence la création. Autre secteur peut-être le plus bénéfique, la publicité. La Régie française de publicité, la RFP, qui regroupe tout l'espace publicitaire que diffusent nos 3 chaînes de télévision, a refusé cette année 1,5 milliard d'espace publicitaire. 1,5 milliard nouveau, c'est-à-dire 150 milliards de centimes. Avec 1,5 milliard, on peut faire un Canal+ et demi, puisque le budget de Canal+ pour 85 sera d'1 milliard. Pour les adversaires de la multiplication des chaînes privées, il faut choisir entre la quantité et la qualité. André Rousselet, par exemple, président de Canal+, et proche de François Mitterrand, est opposé à une trop grande libéralisation qui pourrait devenir anarchie. Il craint qu'il ne se passe la même chose qu'en Italie, où les chaînes privées achètent à bas prix des produits américains déjà amortis aux États-Unis. Georges Filiou, secrétaire d'État à la communication, a lui aussi des inquiétudes quant au programme. Ces équipes sympathiques qui sont en train de travailler sur les projets de télévision, est-ce que vous imaginez un instant qu'elles ont les moyens simplement d'avoir des programmes convenables? J'aimerais mieux avoir la possibilité d'avoir sur le poste 15 boutons où j'aurai 15 programmes. Très bien, c'est le rêve. Mais le cauchemar, et quand on voyage à l'étranger on s'en aperçoit, le cauchemar c'est qu'on appuie sur les 15 boutons et on a 15 fois le même programme. Dans les milieux du cinéma, on redoute que les nouvelles chaînes aient la tentation de combler le temps d'antenne en diffusant beaucoup de films, qu'elles ne deviennent autant de Canal+, à vocation locale, qui apporterait une concurrence déloyale aux salles obscures. Autre adversaire potentiel des télévisions locales, la presse régionale. Déjà, certains patrons de presse n'avaient pas vu d'un très bon œil l'introduction de la publicité à FR3. A fortiori, les télévisions privées, vivant de cette publicité, représenteraient une menace pour certains journaux régionaux déjà en proie à des difficultés financières. Je ne vous cache pas que c'est un très grave danger pour la presse en général et pour la presse régionale en particulier. Cela va provoquer une déstabilisation de l'écrit, car comme vous le savez, l'écrit ne peut vivre qu'avec des ressources publicitaires. Elles seront donc inévitablement amputées, puisqu'on fera appel pour financer ces nouvelles télévisions à des ressources publicitaires. Au bout du compte, défenseurs et adversaires développent des arguments non négligeables. Mais au-delà de ces réflexions, il y a une évolution de la télévision que personne ne peut nier, c'est une évolution inéluctable. Il me semble qu'un argument simple est le suivant. S'il y a des radios libres, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des télévisions libres? Alors je pense que si une décision était prise d'autoriser les télévisions hertziennes privées, ce serait une des premières fois, en tout cas pour la France, que le gouvernement agirait de façon, disons, autonome et non pas sous la pression des événements. Le président devra donc prendre une décision entre les partisans de l'ouverture et certains membres de la majorité qui redoutent que cette libéralisation complique encore un dossier déjà délicat, celui des rapports entre les médias et le pouvoir. Ce sera donc au chef de l'État de trancher dans cette affaire, mais en tout état de cause, il apparaît dès maintenant que si la réponse était oui, oui aux télévisions privées, cela n'irait pas sans un certain nombre de réglementations, un peu à l'image de l'histoire des radios privées. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce dossier, même si pour le moment il ne s'agit que d'une rumeur, mais d'une rumeur qui est devenue très insistante depuis plusieurs jours. La suite de l'actualité maintenant, avec d'abord les suites du procès des assassins du père Popieluszko. Les 4 policiers étaient à nouveau entendus ce matin par leur juge en Pologne, et l'un d'eux a réaffirmé qu'il avait agi avec l'accord et même sur l'ordre de ses supérieurs. Martine Laroche-Joubert. C'est la télévision polonaise qui diffuse ces images, un signe de la volonté du régime de donner de la publicité à ce procès. 4 policiers au banc des accusés, une affaire peu banale dans les pays de l'Est. Pour le général Jaruzelski, il s'agit de démontrer l'efficacité de sa justice. Une efficacité qui serait établie avec la divulgation du nom des véritables commanditaires du crime. La menace de la peine de mort poussera-t-elle les meurtriers à des révélations?
Pour l'instant, ils se rejettent mutuellement la responsabilité de l'assassinat. Si ces images indiquent que ce procès se déroule dans le respect du droit, en revanche, la télévision polonaise n'a pas diffusé celle de la foule massée à l'extérieur du tribunal, une foule qui manifeste son hostilité au régime. À la frontière du Vietnam et de la Thaïlande, toujours des combats entre les forces associées du Vietnam et du Cambodge contre des camps et des objectifs anticommunistes dans la région. L'offensive n'est donc pas terminée alors que des dizaines de milliers de réfugiés ont dû franchir la frontière pour échapper au combat. Gérard Rinet. Si en cette fin d'année, c'est par dizaines de milliers que ces Cambodgiens s'enfuient vers la frontière thaï, c'est en raison de l'offensive lancée il y a un mois par l'armée vietnamienne. Cette offensive n'est pas l'offensive traditionnelle de la saison sèche. Cette fois-ci, les forces de Hanoï veulent en finir avec l'un, au moins des 3 mouvements de libération qui combattent le régime pro-vietnamien installé à Phnom Penh depuis 1978. Ce sont en effet tous les camps de réfugiés situés sur la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande, contrôlés par le Front de libération Khmer, qui sont aujourd'hui l'objectif militaire des forces vietnamiennes. Je pense que le front qui a reçu ces attaques, qui a causé des morts et des blessés parmi nos combattants et la population civile, constitue un obstacle majeur à la politique d'annéxionnisme, d'expansionnisme de Hanoï. D'où l'idée de Hanoï d'essayer de détruire le front. Ces combattants du front, les voici. Ce sont eux qui contrôlent la majorité des camps de réfugiés. Depuis un an, avec les Khmers rouges et les forces du prince Sihanouk, ces combattants ont lancé à l'intérieur du Cambodge, contre l'armée vietnamienne, des opérations militaires qui ont obtenu un certain succès, occupant même quelques villages. La Chine fournit en grande partie leur armement et les soutient politiquement. Cette nouvelle offensive et les procès qui se déroulent actuellement à l'intérieur du Vietnam montrent que Hanoï est décidé à mettre un terme à toute opposition, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, et notamment au Cambodge. En Inde, les élections sont terminées et le dépouillement est lui aussi presque achevé, avec, semble-t-il, une très large victoire du parti du Congrès qui est dirigé par le fils de Madame Gandhi. D'après les premières projections, le parti de Rajiv Gandhi obtiendrait plus des 2/3 des sièges qui étaient à pourvoir. Si ces chiffres se confirment, ce serait la victoire la plus importante de ce parti depuis sa création. La conséquence sans doute, mais ce n'est pas forcément la seule explication, de l'assassinat de Madame Indira Gandhi. Au Liban, une femme s'est suicidée il y a quelques jours. Elle ne pouvait plus supporter d'être sans nouvelles de son enfant disparu depuis 9 mois. Et aujourd'hui, des centaines de parents ont bloqué la circulation à Beyrouth pour obtenir la libération de tous les prisonniers des différentes milices. 2500 personnes sont ainsi portées disparues après avoir été enlevées. Plus de 2000 d'entre elles auraient été, à un moment ou à un autre, aux mains des milices chrétiennes. C'est l'un des problèmes les plus douloureux auxquels est confrontée aujourd'hui la population de Beyrouth. Dans le même temps, les manœuvres politiques se poursuivent entre la Syrie et le Liban, avec les discussions entre le président Assad et le président libanais Gemayel, qui se trouvent à Damas. Les 13 pays de l'OPEP réunis à Genève sont parvenus à un accord sur la production de pétrole. Un accord très formel, pour ne pas dire psychologique, mais qui permet d'éloigner un moment le spectre d'un effondrement des prix. Alain Doubeski. Des 13 pays de l'OPEP réunis depuis 2 jours à Genève dans cet hôtel, le Nigeria était le dernier ce matin à rejoindre ses partenaires. Depuis hier, tous les autres étaient d'accord pour accepter une discipline renforcée concernant les prix et les quantités de pétrole produits par leur organisation. Afin d'éviter la chute des cours du pétrole, ils ont décidé de limiter leur production totale à 16 millions de barils jour. Parmi les positions les plus dures, celle du chef de l'État iranien, le président Ali Khamenei. Il estime que l'organisation des pays exportateurs de pétrole est victime d'un complot des pays industrialisés et des grandes compagnies pétrolières visant, je le cite, à ôter aux pays déshérités leurs plus précieuses sources de revenus. Les pays de l'OPEP vont également s'attaquer à la réforme de la grille des prix qui les divise encore. Du chemin reste donc à parcourir avant un accord complet et définitif. La Corée du Sud vient de décider d'exercer des représailles contre la France, et cela parce que Paris vient de modifier très légèrement ses relations avec la Corée du Nord, c'est-à-dire celle d'en face. Séoul a donc décidé d'ajourner indéfiniment la visite que devait faire en janvier Madame Edith Cresson en Corée du Sud.
Pendant bien longtemps, on a imaginé les médecins comme des notables, une image qui fut longtemps vraie et qui l'est encore parfois, mais qu'il faut pourtant maintenant nuancer avec un chiffre bien étonnant, puisque d'après le Conseil de l'Ordre des médecins, près de 20 000 de ces médecins seraient aujourd'hui sans emploi. Une situation qui s'explique largement par l'augmentation du nombre de médecins en France, mais ce n'est pas la seule explication. Lucie Sauboul. Depuis 1 an et demi, Pascal Charbonnier parcourt les petites annonces. En vain, il est médecin généraliste. Son objectif, racheter une clientèle ou créer un cabinet de groupe. Aujourd'hui, pour trouver un emploi stable, il faut au moins 3 ans de recherche. Alors, faute de mieux, il fait des gardes et des remplacements. Mais depuis 1 an, les difficultés se sont accrues. Les remplacements sont de plus en plus rares et les banques, très réticentes à accorder des prêts aux jeunes diplômés. Il est difficile de racheter des clientèles parce que les médecins qui sont installés le sont depuis peu de temps, donc ne partent pas à la retraite bientôt, que le peu de médecins qui partent à la retraite partent souvent très tard parce que les conditions de retraite ne sont pas idéales, et que pour un médecin qui part à la retraite, il y a entre 10 et 15 médecins qui veulent éventuellement lui racheter sa clientèle parce que la quantité de travail diminue un peu. Ce qui explique en partie ces difficultés d'installation, c'est l'accroissement considérable du nombre des médecins ces dernières années, plus de 30% en 5 ans. Mais derrière ces chiffres se cachent en réalité des situations très inégales et une France qui est loin d'être homogène en matière de soins. C'est dans le Sud, par exemple, que l'on trouve le plus de médecins généralistes, parfois même en trop grand nombre. Tandis que dans le Nord, où ils sont moins nombreux, les médecins travaillent en général davantage. Il n'est pas admissible qu'il y ait des médecins qui voient 60 ou 80 personnes par jour et que les jeunes médecins qui s'installent ne peuvent voir que 5, 6, parfois 10 médecins par jour. Je crois qu'il faut qu'à l'intérieur de la profession, on se décide à faire peut-être un petit peu de ménage et puis qu'on voit un peu, qu'on travaille tous ensemble. Enfin, si on peut parler de solidarité, c'est pas plus mal. Des inégalités aussi dans les revenus. Un médecin libéral sur 4 gagne moins de 10 000 francs par mois, tandis que 5% d'entre eux gagnent plus de 100 000 francs. Mais le problème le plus urgent reste celui des effectifs que personne jusqu'ici n'est parvenu à maîtriser. En 1971, on a institué un numerus clausus, mais à hauteur de 8 000, et en fait, il a été très peu appliqué à ce niveau-là. Heureusement, maintenant, nous sommes descendus à 4 500, et ce qui nous permet quand même d'espérer une amélioration de la démographie médicale dans les années à venir. Mais il y aura un cap difficile à passer. Jusqu'à quand? Oh, disons encore au moins une dizaine d'années. Un délai qui pourrait permettre de résoudre les problèmes actuels des médecins, mais aussi peut-être de mieux adapter la profession médicale aux besoins réels de la population. Un autre sondage qui donne à réfléchir et qui nous rappelle que nous ne sommes pas le centre du monde. C'est notre confrère Actuel qui en a eu l'idée dans son dernier numéro. Pour la première fois, il a demandé, et c'est une bonne idée, il a demandé aux immigrés qui vivent en France comment ils voient les Français. Des résultats fort intéressants et qui varient selon les différentes communautés. Claude Crespo. Nous, les Français, sommes honnêtes sans plus et assez racistes pour les Maghrébins. Ceci explique sans doute qu'un Nord-Africain sur 3 ne reviendrait pas travailler en France si c'était à refaire, que 4 sur 5 ne désirent pas la nationalité française et qu'1 sur 2 ne veut absolument pas d'un Français pour gendre. Côté positif, il y en a, l'enseignement prodigué par les écoles françaises et notre cuisine. Nous, les Français, sommes des êtres à contre-courant, avec nous-mêmes, avec les autres, avec la réalité. C'est ainsi que nous jugent les Noirs d'origine africaine. Ce sont eux qui, à 41%, se sentent le moins en sécurité chez nous. Mais pour plus de la moitié d'entre eux, nous sommes honnêtes, polis, beaux, généreux et débrouillards. Nous, les Français, sommes presque parfaits pour les Asiatiques. 85% d'entre eux nous trouvent polis. Notre pays est pour eux terre d'asile, à tel point que 3 Asiatiques sur 4 veulent acquérir la nationalité française. Ils sont favorables également au mariage mixte, à 96%. Revers de la médaille, nous sommes exhibitionnistes, peu discrets et difficiles à susciter l'amitié. Autre point noir, selon eux, notre propension à être envahis par la paperasserie.
En conclusion, ce sondage met en évidence essentiellement les critiques. Mais toute communauté confondue, 2 chiffres restent à méditer. 1/3 des personnes interrogées qualifient les Français de racistes et néanmoins 2/3 trouvent qu'il fait plutôt bon vivre chez nous. Le rallye de Monte-Carlo aura finalement bien lieu. C'est l'épilogue de ce feuilleton qui agite les milieux du sport automobile depuis plusieurs semaines. Ce matin, la Fédération française du sport automobile levait tous les obstacles en principe qui empêchaient le déroulement normal de l'épreuve. Il ne manquait plus que l'accord des autorités monégasques. Elles l'ont donné il y a quelques minutes. Dominique Leglou. Jeudi 27 décembre 1984, 18h. L'Automobile Club de Monaco renonce à l'organisation du 53e rallye de Monte-Carlo. C'est la conséquence d'un conflit qui oppose depuis début septembre Jean-Marie Balestre, le président de la Fédération française de sport automobile, à maître Michel Bohéry, président de l'Automobile Club de Monaco. Ce matin, coup de théâtre, Jean-Marie Balestre, sur recommandation du ministre des Sports, M. Calmat, convoque une séance extraordinaire du comité directeur de la Fédération française. Toutes les associations automobiles concernées par le passage du Monte-Carlo y sont représentées. Jean-Marie Balestre renonce alors à sa dernière exigence concernant le contrôle sportif de l'épreuve monégasque par la Fédération française de sport automobile. Tout élément de conflit. Plus aucun obstacle, et nous avons même obtenu hier la garantie absolue de la Fédération internationale pour que le rallye de Monaco compte pour le championnat du monde. Donc toutes les garanties sont données à l'Automobile Club, toutes ces exigences sont satisfaites, il n'y a plus de problème pour que l'Automobile Club de Monaco organise son rallye et les délais sont techniquement absolument valables pour organiser ce rallye. Alors, volte-face ou pas, la balle est dans le camp de l'Automobile Club de Monaco. Une balle saisie au bon. À 19h30, on apprend que le 53e rallye de Monte-Carlo aura donc lieu. Mais dans tout cela, on oublie un peu trop vite ceux qui font le rallye, les concurrents. Ont-ils encore la possibilité matérielle d'être prêts le jour du départ? On prend vraiment les gens pour des imbéciles. Parce que les concurrents, en l'occurrence, nous, ça n'a pas grande importance parce qu'on a des usines derrière et tout qui peuvent subvenir à nos besoins. Mais les gens qui attendent le rallye de Monte-Carlo, les indépendants, tous ces petits gars qui font le rallye, qui rêvent de faire le rallye depuis des années, leur première participation, on les prend pour des imbéciles parce que les sponsors ne peuvent pas suivre, les préparateurs ne peuvent pas suivre non plus, et eux-mêmes ne peuvent pas s'engager dans des reconnaissances difficiles, longues, laborieuses, sans savoir si vraiment ils pourront rentrer dans leurs frais, parce que c'est très cher toutes ces choses-là. On ne peut pas commander les pneus au dernier moment, on ne peut pas mettre tout le monde au pied du mur à 15 jours maintenant du rallye de Monte-Carlo. Je pense qu'il y a une impossibilité technique au niveau des gens qui participent au rallye de Monte-Carlo pour faire ce même rallye de Monte-Carlo. Et si on veut faire une belle pièce de théâtre sans les acteurs principaux, je pense que, en l'occurrence, pour un rallye de Monte-Carlo, les acteurs principaux ne sont pas les grandes vedettes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais les 300 ou 350 engagés qui font la masse des figurants et qui permettent au rallye de survivre et de vivre d'une façon intense. Le 53e rallye aura donc lieu, c'est une certitude. Quant au 54e, il reste un an pour trouver une solution pour qu'une telle situation ubuesque ne se reproduise plus. Nous restons au 53e pour l'instant, départ le 26 janvier. Il n'y a pas de tiercé demain, une exception qui est due au fête de fin d'année. Il sera remplacé par un autre tiercé mardi. Qui dit pas de tiercé dit aussi pas de pronostic de Pierrette Bresse. La météo maintenant, la météo du dernier week-end de l'année avec Alain Gillot-Pétré et un temps ni chèvre ni chou ou mi-figue et mi-raisin. Oui, absolument. Il y aura du soleil si les brouillards givrants ont l'élégance et le bon goût de se dissiper. Je leur ai demandé, mais vous savez, ils n'en font qu'à leur tête. Alors regardez la photo satellite de la météo nationale, ils ont toujours la même situation, avec une dépression qui tourne en Méditerranée. Remarquez, c'est normal qu'une dépression, ça tourne, dans le sens contraire du mouvement des aiguilles d'une montre dans notre hémisphère, et toujours un vaste anticyclone qui part de l'Atlantique et qui va jusqu'à Moscou, ce qui nous fait donc des brouillards que vous voyez ici, des brouillards qui persistaient toute la journée aujourd'hui, qui n'ont fini que très tardivement par se dissiper. C'est la même chose pour ce dernier week-end. Alors regardez la carte de demain et d'après-demain. Des brouillards givrants partout le matin, qui devraient se dissiper pour laisser la place à de belles éclaircies, sauf au nord-est, où les passages nuageux resteront encore assez abondants, avec éventuellement quelques petits flocons par-ci par-là, mais la pression est très importante, 1030, 1035 millibars en principe, et ça ne devrait pas précipiter. En revanche, ça précipitera de l'extrême sud-est à la Corse, avec des ondées et des vents d'est assez forts sur le golfe de Gênes et est-Corse, je dis ça pour les marins. Enfin, sur le golfe du Lion, le Mistral soufflera, et alors ça dégagera complètement l'atmosphère. Mais alors, qu'est-ce qui va faire froid? Baromètre en hausse, thermomètre en baisse, de 1 à 7 degrés sur la moitié nord, 5 dans la capitale, 4 dans le nord, et de 1 à 10 degrés au sud, 1 à Aurillac, 4 à Lyon, 7 à Biarritz, et 10 à Nice et à
Et à Bastia, c'est Bastia, là, c'est 9 qui est à Ajaccio et 9 à Perpignan. Il fera encore plus froid dimanche, Bernard, il n'est pas comme ça. Demain, c'est le samedi 29 décembre, nous aurons une minute de soleil en plus, le 8h43, coucher 17h02. Bonne fête à tous les David, il y en a beaucoup, et il fera 4 degrés à Moulins. Et 1 à Langres. Voilà. C'est Hervé Claude qui vous présentera les toutes dernières informations aux environs de minuit. Demain, ce sera le rythme du week-end avec Antenne de midi à 12h45 et les Jeux du Stade à 14h55. Bonsoir, à demain 20h.